Info 7 est là, mesdames et messieurs. C'est le tout dernier avant la fête de Noël, ce mercredi 25 décembre. Et pour cela, nous avons le réel plaisir de recevoir une grande dame, Christelle Vwanga. Rendez-vous au sommet. Avec elle, nous allons débattre, mesdames et messieurs, des temps forts de l'actualité. Elle a été, vous le savez, la mieux élue de la circonscription de la Funa, ici à Kinshasa. Très heureuse d'être avec vous, Christelle Vwanga. Bonsoir madame, c'est un plaisir pour moi. Merci. Christelle Vwanga, rendez-vous au sommet. C'est vrai que ce slogan, vous l'avez commencé pendant ou même avant la campagne. Et les gens se posent la question, est-ce que vous n'y êtes pas déjà dans votre sommet? Vous ne l'avez pas atteint déjà parce que les gens pensaient que vous battez pour être député. C'est pas ça votre sommet? Non, non, ce n'est pas ça mon sommet et c'est pas ça aussi les sommets des autres parce que dans la vie, nous travaillons dans le sens d'aller vers la perfection, même si c'est difficile. Donc pour moi, rendez-vous au sommet, c'est un slogan, mais c'est une grande ambition. Je le disais comme ça et un jour, quelqu'un m'a dit, mais il y a un livre qui s'appelle Rendez-vous au sommet. Je ne savais pas avant. Et puis quand j'ai lu ce livre, j'ai compris que les grands esprits s'est rencontrés. Donc Rendez-vous au sommet, c'est ma manière à moi de dire aux autres que nous devons travailler dans le sens de faire mieux que ce que nous avons. En tout cas, d'atteindre notre objectif, notre idéal. Voilà. Vous êtes présidente d'une grande commission de droits de l'homme, et j'ai ouï dire que vous êtes battue pour qu'on crée cette commission à l'Assemblée nationale. Exactement, c'est qu'avant, il y avait des groupes des défenseurs des droits humains, des droits de l'homme, qui essayaient de faire le plaidoyer, parce qu'avant, ce n'était pas une commission permanente, c'était rattaché, si vous voulez, à la commission socioculturelle. Alors, ça donnait un peu du retard à examiner les lois, etc. Alors, on avait fait vraiment un lobby pour qu'il puisse y avoir une commission permanente. Mais moi, je n'ai pas été contactée, mais moi aussi de mon côté, étant donné que je suis activiste, je me disais, mais comment est-ce que dans une Assemblée nationale grande de la République, cette République qui a beaucoup souffert en interne, il ne peut pas y avoir une grande commission permanente de droits humains. Alors je me suis aussi impliquée, donc j'ai soulevé le problème dans la commission du règlement d'ordre intérieur et c'était vraiment chaud. Et c'est passé presque à une voix près. Et on a fait le débat en plénière et ça a été voté massivement. Vous avez déjà, je crois, les vacances parlementaires déjà. Exactement. Déjà. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu les bilans de votre commission? Est-ce qu'il y a déjà qui sont venus se plaindre d'atteinte de droits de l'homme? Est-ce qu'il y a des chiffres approximatifs ou des chiffres vraiment effectifs par rapport aux atteintes de droits de l'homme en RDC? En ce qui concerne les chiffres, il n'y en a pas, mais seulement si je peux vous dire que chaque jour, nous recevons au moins 20 courriers depuis notre élection à la tête de cette commission, au moins 20 courriers. Et ce qui me réjouit, c'est que même moi-même, je pensais que le peuple ne comprenait pas en réalité qu'est-ce que c'est les droits humains. Mais quand je suis en train de lire les courriers, bien sûr, moi, avec mon équipe, on comprend que le peuple comprend que le droit de l'homme, ce n'est pas seulement quand on tue quelqu'un, ce n'est pas seulement quand on attaque quelqu'un, mais c'est quand d'abord le Congolais est en vie et par la suite lié au travail. Parce que vous savez, il y a trois catégories de droits qu'on appelle communément trois générations de droits humains. Il y a les droits civils et politiques, il y a les droits socio-économiques et culturels, et la troisième génération, ce sont des droits collectifs, des droits qu'on appelle les droits des solidarités. Et puis, on est en train de réfléchir sur la quatrième génération, ce n'est pas encore un acquis, des droits liés aux nouvelles technologies de l'information, mais ce n'est pas... Voilà, exactement, mais ce n'est pas encore... Exactement, mais ce n'est pas encore... on ne coupera pas le net. C'est pas encore un acquis, mais vous savez aussi qu'il y a ce principe qu'on appelle le principe de l'indivisibilité de droit. Ça veut dire que un État ne peut pas dire à son peuple, comme je vous ai déjà donné la première génération, vous n'avez pas droit à la troisième ou à la deuxième génération. Non, ces droits doivent être respectés en bloc. Et c'est un baromètre pour nous. Nous tâtons et nous mesurons combien est-ce que le Congolais souffre dans son âme. On l'avait dit, on ne peut pas développer le peuple, on ne peut pas construire des gratte-ciel, de sauts de moutons, si vous voulez, des immeubles, si le Congolais lui-même, dans son identité, il ne se retrouve pas dans le développement. Comme déjà dernièrement, je ne sais pas si c'est parmi les droits humains, le manque d'eau, c'est vrai que exactement. La Régie des eaux, ou le ministère a réagi par rapport à ce communiqué des syndicats de la Régie des eaux qui d'ici la semaine prochaine
Kinshasa risquerait de manquer de l'eau. C'est incroyable. Moi, depuis que je suis née, c'est la première fois que j'entends ce genre de communiqué. Non seulement c'est incroyable, mais je pense que c'est insoutenable aussi. On ne peut pas se moquer d'un peuple comme ça. C'est-à-dire que ce qui se passe entre l'État et la régie des eaux, normalement, ne concerne pas le peuple. La population doit recevoir son eau et payer sa facture. Ça, c'est notre part. Maintenant, de leur part, ça veut dire que quelqu'un a échoué. Maintenant, présentez-nous les coupables. Qui a fait qu'il n'y ait plus d'intrants? Qui a fait qu'il n'y ait plus de paiement? Mais on doit quand même emmener des gens devant la justice. Déjà, à Kinshasa, l'eau potable à la maison, mais c'est un luxe. Et je ne vous parle pas des quartiers périphériques. Je vous parle des quartiers du centre. Je vous parle de Matongé, je vous parle de Kalamu, je vous parle de Bandal, de Ngiringiri, de Bumbu, de Selembao, de Limete, où il n'y a pas d'eau. Et on se pose la question, et ça a duré depuis un moment. Et nous, au niveau de la commission, on a écrit au bureau, parce que normalement, madame, c'est ça aussi l'inconvénient, ou si je peux le dire, l'avantage, mais plus inconvénient de parfois des assemblées démocratiques, parce qu'on ne peut pas faire tout seul. Même si on a une bonne idée, tout passe par le consensus, tout passe par le groupe. Donc nous, au niveau de la commission, nous avons écrit au bureau pour interpeller en audition le DG de la Régie des eaux et le DG de la SNEL, parce qu'on ne comprend pas, dans un grand pays comme le nôtre, au lieu qu'il y ait de poches d'obscurité, mais il y a de poches de lumière. Comment va-t-on développer un pays? Espérons vraiment que cela vraiment va résoudre ça avant les fêtes de Noël, puisque vraiment là c'est stressant. On risque tous de faire des AVC dans ce pays si ça continue comme ça. Nous allons prendre le tout premier dossier, mesdames et messieurs. Nous allons rester à l'Assemblée nationale. Nous allons parler de la clôture de la session de l'Assemblée nationale. Nous allons parler aussi de la célébration. C'est une première, on l'a vu, la chairwoman de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, a invité les enfants des agents. On a vu les images, c'était quand même vraiment, c'était très bien. C'était la première fois qu'on voit cela. Et nous allons aller à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Plus de détails, Guy Lukoki, s'il vous plaît. Cette journée des clôtures des travaux ici à l'Assemblée nationale a été une occasion pour la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, de dresser le bilan des travaux à la Chambre basse du Parlement. Quel a été le cœur de notre travail au cours de cette session? En respect avec nos missions institutionnelles, nous avons avec vous travaillé aussi bien au niveau des lois qu'au niveau du contrôle parlementaire, qu'au niveau de l'organisation interne de notre Assemblée nationale, ainsi qu'à des initiatives de diplomatie. Et de fait, au départ, la session ordinaire de septembre est une session essentiellement budgétaire. Elle a permis aux deux chambres du Parlement d'examiner, d'adopter la loi des finances de l'exercice 2020 et offrir ainsi à la République le premier budget du gouvernement de coalition. Bien avant, les élus du peuple avaient adopté les rapports de la commission mixte Sénat-Assemblée nationale validant le budget de l'État de 10 milliards de dollars, augmenté de quelques nouvelles recettes décelées par le Sénat. Le budget exercice 2020 sera transmis au chef de l'État pour promulgation. La plénière a vu aussi l'adoption des recommandations adressées au gouvernement s'agissant des dernières catastrophes naturelles à Kinshasa et la situation sécuritaire à Béni. La Chambre basse a aussi validé le rapport de la commission PAJ sur le litige au sein du groupe parlementaire AFDCA. Désormais, seul l'honorable Hassani peut diriger ce groupe parlementaire et non Adel Kaïnda. Dans sa brève allocution, l'honorable Janine Mabunda a souhaité joyeux Noël et bonne fête des Nouvel An à tous les enfants présents, en remerciant également leurs parents qui les ont conduits au Palais du Peuple. Pas de Noël sans cadeau, dit-on. Fidèle à ce principe, la présidente de l'Assemblée nationale, qui avait à ses côtés le deuxième vice-président, le rapporteur adjoint, ainsi que le questeur adjoint, ont remis des cadeaux à quelques enfants avant que la distribution s'y poursuive pour tous. Les enfants bénéficiaires de ce don ont exprimé leur reconnaissance. Maman Mabunda, nous te remercions pour les cadeaux de Noël. Que Dieu vous bénisse. Joyeux Noël. Je voulais la dire merci pour les cadeaux qu'elle nous a donnés. Je les remercie beaucoup de nous avoir appelés ici et aussi parce qu'ils nous donnent des cadeaux. Je veux leur dire merci pour qu'elle nous ait invités dans cette fête. C'était bien cette fête. Elle a donné des cadeaux aux enfants. Je dis à madame merci parce qu'elle nous a réunis ici
pour nous donner les cadeaux pour fêter Noël ici ensemble entre les enfants. Plus de 350 enfants âgés de plus de 6 ans ont été enregistrés et conviés à cet arbre de Noël, le tout premier de l'Herma Bunda. Cette plénière a été consacrée à la poursuite des travaux de la dernière séance du mercredi 11 décembre sur la présentation du projet portant budget de la ville de Kinshasa, exercice 2020. Jean-Tiningo Bila a répondu aux questions liées à la gouvernance, aux finances et à l'environnement qui avaient été posées par les élus de Kinshasa. Et ce programme, qui du reste a été approuvé par votre auguste assemblée, était axé sur la vision Kinshasa-Bopeto par tous et pour tous, pour une ville attractive, rayonnante et résiliente. Dans cette perspective, votre gouvernement s'active à assurer une prise en charge complète des déchets qui encombrent notre ville. Dans le domaine de l'assainissement du secteur des motocyclistes, il est prévu leur identification, leur recyclage à la réglementation des transports et l'application rigoureuse de la sanction en cas de violation de la loi. Sur la question relative à la création d'une banque, il y a lieu de noter que le gouvernement a estimé utile de mettre un accent particulier sur la microfinance qui se trouve être, d'après certaines études menées, un des leviers les plus efficaces pour assurer l'inclusion financière en vue de stimuler l'entrepreneuriat, notamment féminin, et enfin réduire la pauvreté. Ce projet budget 2020 a été adopté par l'Assemblée provinciale. Ensuite, la commission politique, administrative et juridique a présenté son rapport sur la crise qu'il y a au sein de la Direction générale des recettes de Kinshasa. Signalant qu'à la demande de l'honorable député Magloire Kabemba, le président de l'Assemblée provinciale a donné son accord pour l'interpellation de la directrice générale de cette société. Il s'y est de révéler la validation du mandat de l'honorable Pacho Panda par l'Assemblée plénière après l'arrêt de la Cour tranché à sa faveur. Christelle Vwanga, la session budgétaire est terminée, la loi des finances 2020 est passée, plus ou moins 10 milliards à 11 milliards de dollars. C'est une avancée pour vous? Non, bon, peut-être pour les gens qui l'ont dit, ils pensent que c'est une avancée, mais en réalité, c'est de l'utopie. C'est vraiment de l'utopie. On ne peut pas blaguer avec la République. On ne peut pas avoir des arguments non fondés. On ne peut pas dire parce que l'Angola, c'est 52 milliards, parce que le Nigeria, c'est autant, et nous devons aussi avoir autant pour un budget sans lancer les bases, les fondamentaux. Combien de gens ont-ils arrêté? Parce que nous savons qu'il y a, Luzo Lobambi l'a dit, à peu près 20 milliards de dollars qui s'évaporent chaque année. Est-ce qu'on a arrêté des gens pour ça? Non. Sur base de quoi on va amplifier les recettes? Lors de mon intervention, j'ai même dit, pour les budgets annexes, c'est-à-dire les hôpitaux, les universités, etc. Par exemple, Mama Yemo, on demande de tripler, de maximiser les recettes, alors que les services se dégradent. Il n'y a même pas de couveuse. Centre de dialyse fermé, ça fait maintenant 7 mois. La morgue, n'en parlons pas, mais on demande de faire x3, alors que le montant sous-signé à cet hôpital, l'année passée, ils n'ont même pas réussi à mobiliser 30%, même pas réussi à mobiliser 30% de ces recettes, mais cette année, on demande de faire x3. C'est de l'utopie. Et autre chose, madame, on ne se réveille pas un matin et on commence à dire, oui, les budgets, c'est une ambition. Oui, c'est une ambition. D'ailleurs, le Congo est grand et nous devons rêver grand. Nous voulons tous rêver. Mais à un moment donné, il faut être sérieux. Qu'est-ce que nous avons? Est-ce que nous sommes incapables, Christelle Vwanga, honorable Christelle Vwanga, de maximiser ces recettes, d'avoir ce montant? Parce que les gens se posent cette question. C'est vrai que vous dites c'est de l'utopie, c'est de rêve. Mais les gens ne comprennent pas, avec toutes les richesses que l'on a, avec tout ce que l'on a dans ce pays, que la RDC ne parvienne pas à avoir ne fût-ce que 20 milliards, 30 milliards de dollars. C'est incroyable. Depuis des années, on stagne qu'à 8, on ne comprend pas très bien.
Est-ce que nous sommes vraiment dans l'incapacité d'atteindre ce montant? Nous ne sommes pas dans l'incapacité parce que ceux qui ont fait cela dans leur pays, ils ne sont pas des surhumains. Exactement. Et nous non plus, nous ne sommes pas de mini-humains pour le faire. Mais le problème, madame, c'est la justice qui résout tout le problème. Il y a trop d'impunité. Il y a des riches, des personnes à la DGI. Avons-nous arrêté des gens? Non, à la DGRAL. Mais il y a des gens, quand vous regardez à la DGRK ou à la GKMIN, etc., quand vous regardez leur mode de vie, le salaire qu'ils reçoivent, il y a dichotomie. Ce sont des riches, des milliardaires, mais où trouvent-ils cet argent-là? On commence par arrêter ces gens-là. C'est tout ce que nous demandons. Si nous voulons être sérieux, parce que la République est sérieuse, alors soyons sérieux. C'est comme le tout dernier dossier de M. Youma avec 200 millions de dollars. Mais moi, on a l'impression que ça va couler comme ça, comme non, d'habitude. Mais madame, nous, on ne peut pas s'étonner aujourd'hui. Moi, à l'époque, Kabila au pouvoir, j'ai dit que Gettler, c'était le Léopold II de temps moderne. Léopold II a exploité ces pays et voilà un Léopold II qui exploite. En ce moment-là, Kabila au pouvoir, je l'ai dit, et tout le monde sait avec qui il travaille. Et aujourd'hui, nous sommes obligés tous de nous étonner parce que certains l'ont appris aujourd'hui. Mais non, nous on le sait depuis longtemps. Mais puisqu'on parle d'état de droit, pour que ça ne soit pas un slogan creux, voilà une occasion. Madame, mais qui peut porter plainte contre, par exemple, d'une façon pratique? S'il vous plaît, madame. Nous gagnons les temps, s'il vous plaît. Qui peut porter plainte aujourd'hui? Cette population se dit, c'est vrai que vous dites, il y a trop d'impunité, mais aidez aussi cette population. Qui peut porter plainte? On peut porter plainte où? Contre Albert Youma, par exemple. Madame. Il faut aider cette population. Madame, il faut aider la population, mais la population doit être avertie et unie à un moment donné. Lorsque le président de la République, je ne sais pas en Belgique ou en France, dit que nous n'allons pas fouiner dans le passé, j'ai fait une émission où j'ai dit, Monsieur le Président, vous avez fait un aveu d'échec. Madame, vous savez ce qui est arrivé? 2 jours sur les réseaux sociaux où les jeunes de mon âge sont en train de m'insulter. De m'insulter moi parce on est habitué parce que j'ai dit seulement qu'il fallait arrêter des gens qui ont volé de l'argent. Mais si il n'y a pas une dynamique interne forte, s'il n'y a pas cette nouvelle approche ou une nouvelle génération des gens qui disent non, maintenant c'est fini, maintenant la place est à la République. Madame, on va commencer à chanter comme on a chanté les 15 millions. On va commencer à chanter comme on a chanté d'autres voleurs et ça va passer. Et ça va passer. Et c'est vrai que hier, on a vu comment cette population a accueilli Joseph Kabila et les gens commencent même à permettre, on le dit, à insulter les Kinois, disent qu'on n'est vraiment pas intelligent, comment on peut accueillir comme ça, c'est lui qui nous a fait souffrir pendant 18 ans. Est-ce que nous souffrons de ce syndrome de Stockholm, comme on dit? Est-ce que le peuple congolais, comment vous pouvez définir ce peuple qui, je ne sais même pas comment expliquer Madame, cela. Honnêtement, est-ce qu'il y a une différence entre ce que certains, parce qu'il y a certains, donc il n'y avait que quelques personnes. Est-ce qu'il y a une différence entre ce qu'ils ont fait et ce que le président de la République a fait lors du Congrès? Y a-t-il une différence? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a une différence entre ce qui s'est passé à Tchangou et ce qui s'est passé lors de la prestation de serment de Félix Tshisekedi? Non, cette population a vu le président Félix Tshisekedi s'embrasser avec Joseph Kabila. Ils l'ont entendu aussi au Congrès dire que voilà, c'est notre partenaire, maintenant on doit travailler. Mais la population ne suit que celui qui est devant. Ils ont suivi. Vous pensez que comme c'était en lingala, en français, ils ne comprennent pas? Non, ils ont compris. Parfois, il faut se demander, qu'est-ce que nous voulons? Le développement ne passe pas par la masse, ça passe par des élites. Et si les élites eux-mêmes ne savent pas le chemin prendre, c'est fini, c'est fini. Donc, la loi des finances 2020 est passée. Vous êtes en vacances parlementaires. Christelle Wang, en quelques minutes, avant de prendre le deuxième volet. Qu'est-ce que vous allez faire pendant vos vacances parlementaires? Déjà, j'ai commencé aujourd'hui. Donc, j'ai fait Kassavubu, j'ai fait Bumbu, juste en face de la prison, sur l'avenue Lukula. Et puis, je suis allée à Bandal, au bord de la rivière Makelele, où il y a eu des inondations, etc. J'ai pu voir. Et l'avantage avec moi, si je peux le dire, j'habite déjà mon district. Donc, chaque jour, en sortant, je rencontre la population, ils me parlent, mais de manière triviale, madame,
le message, c'est surtout dollar, madame. Lobela likambwa, dollar et mati makasi. Donc, vous sentez que la population... Et puis, les gens se demandent, est-ce qu'en réalité, nous sommes... Et il y aura la Noël mercredi parce qu'on ne sent rien. Il n'y a pas de signe. On ne sait pas s'il y aura cette fête. Et puis, madame, je ne reconnais pas la Noël de notre enfance. Je ne reconnais pas parce qu'en ce moment, si c'était déjà cette euphorie-là de la Noël, parce qu'il fallait aller acheter les habits, il fallait avoir le sapin à la maison, il fallait décorer les avenues. À Bandal, là où moi j'ai grandi, on décorait les avenues. C'est fascinant. Non, on n'a même pas. Déjà, manger, ça pose problème. Il faut gaspiller de l'argent avec les ballons d'air, etc. On ne peut pas le faire. Mais Janine Mabunda l'a quand même fait. C'est quand même une bonne chose. Oui, c'est la première fois que l'on vit ça à l'Assemblée nationale. Oui, je pense qu'elle a bien fait. C'est une touche féminine. Et puis, il faut savoir qu'à l'Assemblée nationale, il n'y a pas que des députés. Il y a aussi des administratifs. Et elle a très bien fait. Mais mon rêve à moi, c'est que tous les enfants congolais vivent ce que ces enfants-là ont vécu. Qu'ils aient accès à des cadeaux, même si nous savons que le Père Noël n'existe pas, mais qu'il y ait au moins Père Noël, parce que sous d'autres cieux, ça a été possible. Donc pour nous aussi, c'est possible. Donc il y a moyen d'avoir de l'eau potable pour tout le monde, au lieu d'avoir du champagne pour quelques-uns. Espérons vraiment qu'il y aura de l'eau cette semaine. Nous martelons sur cela. Vraiment, donnez-nous de l'eau pour les fêtes de Noël, ne fût-ce que de l'eau. Deuxième dossier, mesdames et messieurs, nous allons parler de ce dossier brûlant de l'heure. 6 millions de dollars, 200 millions de dollars et tout ça. Les billets de l'alternance, c'est vrai qu'on nous a... Aujourd'hui, le mot qui est à la mode, c'est billet collector. On découvre chaque semaine en RDC des nouveaux mots, le billet collector. Nous allons parler de cela. Plus de détails, Guy Lukoki, pour ce deuxième condensé. L'Église a fustigé avec la plus grande énergie, tout en qualifiant cela d'une déviation terrible sur le plan politique. On ne peut pas accepter que nous parlions de l'état des droits au XXIe siècle. On ne peut pas comprendre qu'on parle de la sacralité constitutionnelle, qu'aujourd'hui une telle idée traverse les esprits des uns des autres pour venir mettre les effigies des deux personnalités, pour qui nous avons d'ailleurs du respect, sur des billets des banques. Vous imaginez Mzee Kabila, qui a été l'initiateur de ces francs congolais, n'a jamais osé mettre une effigie. Vous imaginez que le président Kabila lui-même, ce qui nous étonne, 18 ans au pouvoir, il n'a jamais tenté une telle aventure. Mais d'où vient l'idée qu'on expose le président Tshisekedi, lui qui dit lutter en faveur de l'état des droits, lui qui vient s'inscrire dans la logique de la démocratie? Je crois que c'est vraiment un raté. Il faut très vite qu'il corrige cela. Nous apprenons malheureusement ou heureusement que la cérémonie est maintenue. C'est libre à eux, mais pour l'Église du Christ au Congo, nous fustigeons cette histoire de budget. 6 millions, c'est quand même la folie pour une réjouissance, alors que nous savons avec 5 millions, on peut avoir une raffinerie, on peut améliorer les conditions de Mamayemo, on peut faire beaucoup de choses, qu'on aille jeter cela pour qu'on ne nous donne pas l'impression que nous avons un régime de jouisseurs. Donc il ne faut pas que le président lui-même et son équipe prêtent les flancs à des critiques qu'ils pouvaient bien éviter. Vous avez suivi son discours, il a dit que l'année 2020 sera placée sous les signes d'action. Alors, si c'est ça la première action qu'ils ont prévue, l'Église est totalement désolée. Donc, il faut vraiment qu'ils revoient leur stratégie pour qu'on ne nous expose pas à des critiques alors qu'on doit faire autre chose. Le sujet fait du bruit sur la toile. 6 millions de dollars américains pour organiser la célébration de l'an 1 de l'alternance au pays. Dans les réseaux sociaux, les avis sont partagés. Mais les Congolais en majorité ne soutiennent pas l'engagement de ces frais pendant que le pays fait face à plusieurs urgences. Pourquoi dépenser 6 millions de dollars dans la jouissance lorsque les Congolais sont tués à Béni et que les inondations font des victimes un peu partout au pays, s'interrogent certains observateurs. Le comité d'organisation de l'an 1 de l'alternance est dirigé par le ministre près, le président de la République. Ce dernier a annoncé l'émission d'un billet de 10 000 francs congolais aux effigies du président Félix Tshisekedi et du président honoraire Joseph Kabila. Ce billet, dit collector, a été proposé à la Banque centrale du Congo pour célébrer l'alternance pacifique au pouvoir. Il ne s'agit que d'un billet spécial qui ne servira pas aux transactions. Les travaux préparatoires sont donc lancés ces jours par André Kabandakana, ministre près le président de la République. Cette commission
ont été présentées. Elles sont composées notamment de quelques ministres et experts pour la réussite de l'événement. Il n'avait pas encore été nullement question qu'on puisse débloquer les fameux 6 millions de dollars pour les festivités commémorant l'an 1 de l'alternance pacifique du pouvoir entre son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi et son prédécesseur M. Joseph Kabila. Et donc, à l'issue de ce Conseil des ministres, on a clairement fait savoir que, effectivement, on maintenait cette commémoration, mais que par contre, les célébrations vont se dérouler de manière tout à fait sobre. Ce que ça veut dire, c'est que il ne sera pas question des 6 millions qu'on a évoqués, mais que ce budget-là va sensiblement être revu à la baisse. Mais en même temps, parallèlement, on voudra privilégier des actions de type humanitaire en faveur des populations qui sont démunies à l'arrière-pays ou ici à Kinshasa. Donc, en général, non, les 6 millions, il faut les oublier. Le chef de l'État s'inscrit dans une dynamique où il faut privilégier des actions plutôt sociales. Christelle Vanga, nous avons suivi ce homme de Dieu. Est-ce que nous sommes devant un régime des jouisseurs? Je dirais même plus. Je dirais même plus, mais je dirais à la fin. Mais je pense que nous sommes devant un narcissisme que je ne sais comment définir. Et le comble est que ça vient de l'entourage. Vous savez, en Afrique, peut-être partout dans le monde aussi, il y a toujours des groupes tout autour des chefs, des groupes qui adulent, qui proposent toujours des choses. Vous vous en souviendrez même, Joseph Kabila à l'époque, il disait qu'il n'a même pas 15 conseillers. Alors je me demande si le président Félix Tshisekedi, le président actuel, en a même 3. On en a même 3, je me demande. Parce que vous nous parlez de l'alternance, oui, c'est vrai, peut-être que c'était votre challenge et vous avez réussi, mais cette alternance a apporté quoi à la population? Donc si vous voulez célébrer, la question reste, vous célébrez quoi? Vous célébrez 2 groupes d'individus ou 2 personnes qui se sont embrassées. Pacifique, oui. On a donné l'exemple, Christelle Vanga, on a dit, mais regardez ce qui s'est passé au Congo-Brazza, regardez ce qui se passe d'ailleurs aujourd'hui en Guinée, où le président guinéen a carrément modifié la constitution. On a donné beaucoup d'exemples, regardez le Rwanda, regardez le Burundi, regardez l'Ouganda. Kabila aurait pu, et il avait le moyen, de se présenter pour une 3e fois. Oui. Mais il a, de son propre chef, dit non, selon la Constitution, je m'arrête là, je passe le pouvoir pacifiquement à un autre. Donc c'est quelqu'un d'exceptionnel, selon eux. Hein. C'est un argument infondé, parce qu'au Congo-Brazza même dont il parle, il y a déjà eu passation pacifique de pouvoir. Il y en a eu au Nigeria, il y en a eu au Burundi, déjà à l'époque, il y en a eu aussi. Donc, on n'est pas en train ici de célébrer quelqu'un qui nous a donné l'alternance, non. Ce n'est pas un cadeau, madame, nous étions au four et au moulin. La fille de Rossi qui a été tuée, je suis sa marraine. Rossi, c'était mon amie. Thérèse Kapanga l'a déchadée. Nous avons milité pour qu'on puisse nous donner ne serait-ce que son corps, madame. Son corps. Nous avons fait ça. Pour qu'on nous donne son corps pour les funérailles. Pour le funérail. Donc, que 2 individus se disent que non, c'est notre apanage carbone béni que vous connaissez. Nous revenons à l'époque de la FIDH de Paris. Nous arrivons à l'aéroport. On saisit nos bagages. On dit que nous étions allés vendre les pays. On récupère nos bagages. On fuit. On nous ramène les bagages 2 jours après. Donc, il s'est passé des choses et aujourd'hui, on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ça fait mal au cœur, madame. Ça fait mal au cœur. Et encore, ça fait mal au cœur. Lorsqu'on parle de l'humanitaire, on nous dit non, ça sera la célébration où on va faire des actions humanitaires. Mais qu'est-ce que c'est que ces charabia? Vous êtes l'État, vous dites lutter contre la pauvreté, mais le développement doit être structurel et non conjoncturel. C'est quelle partie, pas factuel, c'est quelle partie de la population qui va bénéficier de ces actions humanitaires alors que vous avez les manettes? Ceux qui ont perdu leur maison avec les inondations. Non, c'est sélectif. À l'Équateur. Laissez ça aux ONG. Vous êtes l'État.
passer par les structures de l'État, donner de l'eau, donner de l'électricité, donner des bourses d'études, donner la capacité aux femmes des militaires d'avoir accès à des crédits. C'est ce que nous demandons à l'État que vous êtes, parce que parfois, on a l'impression que vous oubliez que c'est vous qui êtes au pouvoir. Vous êtes au pouvoir, alors exercez votre pouvoir. N'arrêtez pas pour fêter, n'arrêtez pas pour donner par-ci, par-là, alors que vous pouvez mener des actions concrètes. En réalité, madame, mais si le fond, on ne peut pas laisser passer une telle occasion. Christelle Vwanga, c'est vrai, tout ça est vrai, mais c'est la première fois, selon eux, que ça s'est passé aussi pacifiquement. C'est vrai que vous avez raconté tout ça, mais il y a eu pour la première fois dans ce pays un ancien président, même si on l'appelle président honoraire, il est là, même d'une manière sobre, on peut manifester, on peut célébrer, on peut commémorer. Qu'on nous dise qu'ils fêtent tant qu'ils veulent, mais qu'ils ne prennent pas l'argent des contribuables. Mais ils ont dit qu'ils ont l'argent. Comment on appelle ça? Ils ont des sponsors. Ok, madame, c'est une occasion. Je vous demande, si vous me permettez, qu'ils puissent demander aussi à ce... Parce que nous cherchons l'argent pour réouvrir le centre de dialyse de Mama Aimé. Mais où sont ces sponsors-là qui sont là rien que pour festoyer, alors que quand on les cherche pour des problèmes très importants, ils ne sont pas là. Mais ils sont l'État. C'est l'État, c'est les Léviathans. Vous vous perdez, c'est comme un couple marié qui disent non, chaque année nous devons nous remarier pour prouver aux autres que nous sommes un couple. Non, vous l'êtes. Peut-être que quand vous fêtez, parce que vous êtes sûr qu'au-dedans de vous, il n'y a rien de fort, il n'y a rien de vrai, alors à chaque fois, vous devez impressionner, vous devez justifier les gens pour dire que nous sommes ensemble. C'est d'ailleurs que l'on pose souvent au chef de l'État de prouver qu'il est le numéro 1 de ce pays, qui tient les leviers du pouvoir. Et pourquoi on lui repose à chaque fois cette question? Et pourquoi il répond à chaque fois à cette question? Dernièrement, dans Jeune Afrique, il vient encore de répondre à cette question. Pourquoi on doit lui poser, après presque une année, toujours la même question, s'il a les rênes du pouvoir dans ce pays? Je ne comprends pas. Pourquoi cette question revient à chaque fois? Je ne sais pas, madame. Peut-être c'est à cause des ordonnances de la GECAMIN. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas, madame, pourquoi on lui pose cette question. Moi, je sais qu'il est le président. Mais si on lui pose, certainement, on voit des choses qui n'aboutissent pas. Peut-être qu'on a vu le vieux Kyungo avec sa poudre de perle-pimpa sur la tête et que jusque-là, il n'a pas encore été notifié. Peut-être qu'ils ont vu des choses et jusque-là, qui n'ont pas encore abouti. Madame, la réalité, lorsque nous sommes dans un régime semi-parlementaire, semi-présidentiel, le pouvoir, c'est aussi avoir la majorité au Parlement. Doit-il dissoudre? Parce que beaucoup de gens, vous êtes député, et des langues aujourd'hui, c'est délit, Christelle Vwanga, pour dire on doit nécessairement dissoudre ce Parlement. Pour que Félix Tshisekedi ne fût-ce que cette majorité, parce que tel qu'il est là, il ne parvient à ne rien faire. Vous avez parlé des ordonnances de la GECAMI, de la SNCC. Est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'il peut le faire pour, Je sais pas, madame, mais à suivre les discours lors du Congrès, est-ce que vous pensez vraiment que le président veut dissoudre le Parlement? Il n'en a pas du tout envie. Hein. Je ne sais pas, madame. Je ne sais pas. Je suis en train juste d'analyser comme vous. Est-ce qu'il en a vraiment envie? Est-ce qu'il souffre d'abord? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Mais ce billet de collector, pour vous, c'était une bonne idée? Parce qu'ils ont d'ailleurs dit, hein, c'est un billet non transactionnel, donc arrêtons de faire trop de chichi. C'est un billet qu'on n'utilisera pas du tout. C'est simplement pour qu'on garde un souvenir de cette alternance. Bon, ce qui me concerne, je ne sais pas. Je ne sais pas, madame, je ne sais pas. Je suis confuse. Vous allez comprendre que je suis vraiment confuse. Mais ce qui me fait mal, ce n'est pas le billet, c'est l'intention. Qui a eu cette idée-là? Qui a eu cette intention-là? Germain Kambinga, les noms est cité. Nous avons, c'est ça, peut-être vous me donnerez raison quand j'ai parlé des gens qui sont tout autour. Joseph Kabila n'est pas dupe. Il sait que la responsabilité de son entourage est grande. Et grande si aujourd'hui il n'est pas au pouvoir, c'est parce que son entourage l'a attiré. Il y a eu un nivellement vers le bas. Des gens qui n'entendent pas, des gens qui, lorsqu'ils sont au pouvoir, sont orgueilleux, qui n'entendent plus rien. Mais il y a des principes qu'on a trouvés sur cette terre. L'orgueil précède la chute, madame. Et qui sème le vent, récolte la tempête. J'aurais bien voulu. Il y a des têtes. Doit-on ne pas fêter cette alternance? Je pense que, parlons du billet, madame. Je pense qu'il revient à la génération qui viendra après nous déposer sur les billets les vraies têtes couronnées, comme Mouzé l'a fait pour Lumumba. Ça n'appartient pas à nous-mêmes les vivants, alors que vous n'êtes même pas en mesure de tirer les Congolais de la souffrance, de la pauvreté. Les militaires ne sont pas bien payés, les fonctionnaires ne le sont pas, la justice, n'en parlons même pas. La justice, une justice, on ne sait même pas s'il y a une justice dans ce pays, les riches et les pauvres différents. Aujourd'hui, il y a l'affaire d'Oli Makambo.
Mike Moukebaye est en prison jusqu'aujourd'hui. Mais regardez les montants qu'on nous cite. Les sommes faramineuses. 6 millions, 15 millions, 200 millions. Et ces gens-là se baladent tout bonnement. Mais Mike Moukebaye est en prison. La justice à deux vitesses. À deux vitesses. Deux poids, deux mesures. Si vous êtes fort, c'est pour vous. Si vous êtes faible, on est contre vous. Si vous êtes de l'opposition, on est contre vous. Et si vous êtes du pouvoir, si vous chantez, vous brassez les fleurs, c'est votre justice. Et s'il y a des gens qui n'ont même pas pu donner ça à la population, pourquoi les mettre sur un billet? Que ça soit collector ou, je ne sais pas moi, fonctionnel, je ne sais pas ou comment, on ne peut pas le faire. C'est une ambition des mesures. Est-ce que cette adhésion, c'est vraiment un acquis du peuple congolais? Je ne sais pas, madame. Je ne sais pas, parce que lorsqu'on parle des élections, même moi-même, madame, je ne peux pas vous dire combien j'ai eu exactement. Moi, je sais parce que nous avons calculé avec mon équipe. Mais la CENI a refusé de nous donner les points bureau par bureau. Mais c'est un scandale. Parce que lorsqu'on parle des élections, le terme consacré d'ailleurs, c'est les calculs électoraux. On parle des calculs, c'est de l'arithmétique. On dit tel est venu en premier et c'est ça la différence entre une désignation et une élection. Dans un cas, il y a une autorité qui choisit et dans l'autre cas, ce sont de suffrages. On a refusé de nous dire tel a eu ceci, tel a eu cela. Et aujourd'hui, on nous a présenté, on a dit voici les présidents de la République. On m'appelle, on me dit toi tu es élu. Oui, je sais que je suis élu. Je sais parce que j'ai vu dans le bureau de vote. Mais en réalité, qui est venu en premier, on ne sait pas. Ni en deuxième, ni en troisième. Ni en troisième, on ne sait pas. Et c'est vraiment un fossé. Et c'est un fossé qui freine le peuple. Et ce problème de la légitimité, c'est un problème qui est ancré en Afrique. Parfois, je me pose la question, est-ce que nous sommes maudits ou il y a un autre problème? C'est-à-dire, dans toutes les élections, il y a toujours ce problème de légitimité qui pose problème. Vous vous en souviendrez à l'époque avec Étienne Tshisekedi. Nous sommes restés, nous disons non, c'est Étienne Tshisekedi qui avait été élu. Mais la CENI nous avait proposé quelqu'un d'autre. Et c'est parti comme ça. Et aujourd'hui encore, c'est comme ça que sous d'autres cieux, au moment où on proclame les vainqueurs, il y a toujours les vaincus qui félicitent le vainqueur. Pourquoi? Parce que c'est une adhésion. Lorsqu'il félicite, il dit désormais, vous tous qui avez voté pour moi, je vous présente votre président. Tant qu'il n'y aura pas ça dans notre pays, il faut le savoir qu'il y aura toujours des castes et bien différentes, des contestations. Voilà, nous allons aller à Béni, nous allons parler des massacres qui continuent toujours à Béni, en République démocratique du Congo, et le prolongement. Et voilà, une année encore de la MONUSCO ici en République démocratique du Congo. Faisant suite aux multiples attaques survenues dans les territoires de Béni au nord Kivu, ce dimanche 15 décembre, les combattants ADF ont pour la énième fois sémé la désolation dans le chef de la population de cette partie du pays. C'était aux alentours de 21h dans la localité de Kamango, en chefferie de Watalinga. Ces assaillants ont attaqué des paisibles citoyens. L'on signale au moins 11 civils tués, dont 4 l'ont été par balle. 3 personnes également ont été grièvement blessées. Signalons aussi que le samedi 14 décembre dernier, 22 civils, dont 15 hommes et 7 femmes, ont été massacrés à Tombi, près de la localité de Maïmoya. De morts, on en a tant compté ces derniers temps à Béni, le vendredi 13 décembre à Rwangoma, à moins d'1 kilomètre de l'état-major des opérations Sokola 1. 6 autres personnes étaient encore assassinées par ces rebelles. Devenus les bastions des rebelles ADF, les territoires de Béni fait actuellement état d'un site nécessitant des mesures sécuritaires urgentes afin de rétablir la paix. Toutefois, lors de son tout dernier discours sur l'état de la nation, tenu devant le Congrès le vendredi 13 décembre dernier, le chef de l'État s'était vu élogieux vis-à-vis du bilan des opérations d'envergure lancées par les FARDC contre les ADF. À en croire l'honorable Faustin Kwakwa, le renouvellement du mandat de la MONUSCO est acceptable. Mais ce député national déplore cependant la situation de notre pays sur les massacres qui prévaut dans la partie est de la République. La mission de la MONUSCO doit se réaliser aussi en collaboration avec l'État. Et quand on entend les propos qui viennent de responsables de la MONUSCO, leur tâche est compliquée par la complicité de certains acteurs animant les institutions de l'État à tous les niveaux
et surtout dans l'armée. On aurait souhaité évidemment, devant ces choses-là, que la MONUSCO puisse quand même dire clairement ce qui se passe, pointer du doigt les acteurs de la complicité qui rendent la vie difficile à nos compatriotes de Béni et Butembo. S'agissant du montant de 6 millions de dollars américains proposé pour la commémoration de l'an 1 de l'alternance du sommet de l'État, Faustin Kwakwa fustige cette décision qui, selon lui, est une sorte de fonds de commerce. Cette journée-là, en fait, c'est une façon pour les gens de FCC de chercher à tout prix à faire prévaloir M. Kabila comme étant le père de la démocratie. Un budget de 6 millions, c'est aberrant. Dans un pays où les gens souffrent, dans un pays où on connaît des catastrophes naturelles, dans un pays où les gens sont mal payés, aller débloquer 6 millions pour de futilités, c'est vraiment inadmissible et nous dénonçons cela. Nous dénonçons cela. Faustin Kwakwa tient à rappeler la population que si les élections ont eu lieu en RDC, c'était grâce à la pression tant internationale que nationale, sans laquelle il n'y aurait pas eu cette alternance. Christelle Vanga, j'ai reposté un de vos tweets où vous disiez carrément que les FDLR, en fait, sont les enfants issus, je ne sais pas, des viols. Et ces enfants sont en train aujourd'hui de se venger. Voilà, ils ont un cœur tellement rempli de haine. Voilà, c'est pour ça qu'ils n'ont vraiment pas de compassion et ils massacrent comme ça. Et beaucoup de gens réagissent, hein, beaucoup comme d'habitude. Ceux qui étaient pour ont été pour et ceux qui insultent comme d'habitude ont insulté. Mais je voudrais que vous nous disiez un peu plus davantage. D'où vous est venue cette thèse-là? Oui, au fait, j'ai analysé. Il faut se dire que les ADF, lorsqu'ils sont venus ici, ils ont été accueillis par l'ancien régime de Mobutu. Au fait, c'était une façon pour eux, ça s'est passé dans la sous-région. Mobutu voulait un peu cette suprématie-là. Alors, il voulait un peu titiller Idi Amin Dada en Ouganda. Alors, il avait repris cette rébellion-là, les déjà ADF. Sous Mobutu. Sous Mobutu et sous Idi Amin, à l'époque déjà. Oui, à l'époque déjà. Alors, il les avait reçus. À chaque fois, il essayait un peu de titiller. C'est ce qu'il faisait partout. Habitaient, hein, voilà, c'est ce qu'ils faisaient partout. Ils habitaient ici sur notre terre. Ils étaient bien accueillis, vêtus, blanchis, payés, etc. Alors, ils étaient venus, ils étaient des jeunes. Sur le sol congolais, ils ont eu des femmes et avec ces femmes-là, ils ont eu des enfants. Ils se sont intégrés dans la société. Alors, le général Baouma avait utilisé une tactique de guerre. C'est-à-dire, il avait demandé aux autochtones d'identifier les ADF, de l'aider à identifier parce qu'il vivait dans la société, mais lui ne savait pas. Alors, il a travaillé avec la collaboration des autochtones. Il a réussi à éliminer près de 90% des ADF. Alors, le reste, c'était vraiment replié dans la forêt. Et c'est ce reste-là qui était replié dans la forêt, qui était constitué des enfants, des petits-enfants, qui ont grandi maintenant, qui rentrent pour venger la mort de leurs parents, qui ont été tués par l'armée congolaise. Donc ça, c'est une version. Maintenant, lorsqu'ils étaient dans la forêt, il y a une autre version qui dit qu'ils ont été recyclés, en même temps, ils ont été endoctrinés pour le terrorisme. Ça, c'est encore une autre version. Mais en réalité, en gros, c'est ça. Alors, ce sont ces enfants-là qui sont nés, qui ont grandi aujourd'hui, qui sont devenus des jeunes hommes. C'est eux qui sont en train de massacrer. On a aussi ouï dire qu'on est en train, ces ADF sont en train d'islamiser la région, la sous-région, Béni et tout ça. Et on connaît, quand on parle déjà de terrorisme, on voit un peu ce que ça veut dire. Alors, pour vous, on se rappelle déjà, hein, le chef de l'État avait dit à l'époque, dès qu'il sera élu président, son Kijé sera installé à Béni. Bon, les gens disent c'est vrai, il a déjà pris une grande partie de l'armée congolaise, c'est déjà là-bas et tout ça, et voilà. Est-ce que pour vous, le chef de l'État a respecté vraiment ses propos de campagne par rapport à Béni? Par rapport à Béni, madame, je voudrais d'abord ajouter quelque chose, c'est que il y a un homme qui a dit qu'on peut se tromper de combat, mais on ne se trompe pas d'adversaire. Il faut savoir face à qui on se bat. Aujourd'hui, l'armée congolaise est hésitante.
parfois il dit des présumés ADEF, parfois c'est ça des ADEF, parfois ce sont des MTN, parfois on dit non, ce sont plus des ADEF, ils ont été recyclés, alors au moment là ils ont changé de nom, ce sont des MTN, on ne sait pas. La première démarche doit être d'identifier l'adversaire. On se bat contre qui? Les gens ne savent pas qui est congolais et qui ne l'est pas. Voilà madame, si on reste sur cette thèse qui est en mode du terrorisme, il faut savoir que le terrorisme aujourd'hui, c'est un concept mondial. Le monde s'unit pour lutter contre le terrorisme, mais je m'étonne pourquoi est-ce que il y a le terrorisme au Congo, mais on ne voit pas le monde s'est mobilisé pour lutter contre ce terrorisme-là. Même c'est voir de ce qui se passe au ça Congo. Ça nous étonne si en réalité c'est le terrorisme. Mais si on doit rester dans la logique où je vous ai dit, où on parle d'une guerre asymétrique, là encore, on ne comprend pas. Comment 30 ans après, on appelle encore les ADEF une nébuleuse? Est-ce que notre armée n'a pas eu le courage ou bien n'a pas eu cette initiative-là d'infiltrer pour savoir en réalité en quoi ils étaient nébuleux? Et la guérilla par laquelle ils opèrent est à l'arme blanche. Parce que, madame, il faut savoir que les photos que vous voyez sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la population qui les prenne, ce sont eux-mêmes qui les prennent. Après avoir tué, ils prennent les photos, ils balancent sur les réseaux sociaux. C'est une forme de terrorisme. Ils veulent terroriser la population. Et nous, en tant que communicologue, quand je vois un tel acte, je me dis que c'est un message qu'on veut passer. Parce que vous vous en souviendrez, à l'époque, il fut un moment dans ce pays, lorsque vous tuez une personne, on dit que non, peut-être que vous vous sentez, on vous amène au conteneur. Lorsque vous tuez 3, 5 personnes, on dit peut-être que vous êtes détraqué, on vous amène au CNPP. Mais lorsque vous tuez 1000 personnes, on vous appelle, on dit viens, on va négocier. C'est quel poste que vous voulez, c'est quelle partie du territoire que vous voulez. Mais cette époque est révolue et les signes, si je peux le dire, ça me rappelle cette époque-là. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut qu'on l'appelle pour négocier. Qu'est-ce qu'il veut? Ne mâchons pas les mots. C'est vrai qu'aujourd'hui, les relations avec le Rwanda, le chef de l'État l'a dit, et beaucoup d'ailleurs comparent Félix Tshisekedi à Mandela. Beaucoup comparent à Mandela. Ils disent que pour combattre son ennemi, il faut faire de lui son ami. Voilà, cette histoire de photo a fait le buzz sur Internet, on le sait. Est-ce que cette politique d'approche du chef de l'État, c'est ça qui mettra un peu fin à ces situations à l'est de la République? Cette approche, cette approche diplomatique, tout ça, ces photos, tout sourire avec Kagame, avec Museveni, avec tout le monde, c'est une approche qui peut mettre fin à la guerre, humaniser un peu nos relations. Je pense que non. L'ancien président l'a fait aussi. Kabila a pris aussi de photos. D'ailleurs, Kagame est venu ici au moment de la francophonie, si je me trompe, au cinquantenaire. Il est arrivé ici, il a été accueilli. Ça n'a pas fait à ce que les tueries ou les guerres dans l'Est se terminent. C'est pas ça. La République doit être forte de l'intérieur. Qu'est-ce que nous avons à donner? Notre armée, c'est vrai qu'on parle en termes de 10e armée africaine, peut-être c'est qualitativement ou quantitativement, je ne sais pas, mais nous avons besoin des hommes forts, madame. Il y a une chose qui est immuable à l'armée, c'est la discipline. C'est l'ordre qu'on donne, c'est la hiérarchie, parce que l'armée a toujours été l'entité la plus développée du pays. La plus disciplinée, la plus disciplinée. Sous d'autres cieux. Lorsqu'il n'y a plus de discipline dans l'armée, tout tombe. Lorsque nous avons des généraux qui s'adonnent désormais au business, lorsque nous avons des généraux qui font autre chose, alors qu'ils sont allés là-bas pour faire la guerre, c'est fini. Et le comble avec nous, nous sommes dans un pays... Mais les rapports sont là, mais le chef ne veut pas voir, les autres autorités ne veulent pas jeter un coup d'œil par rapport à ce rapport. Nous sommes dans un pays où coule le lait et le miel. Lorsque tout le monde se rend compte que je peux ramasser de l'or, que je peux ramasser le diamant, du coltan, du cobalt, etc., s'il n'y a pas une autorité forte sur place, tout tombe. Le Malawi l'a fait avec son diamant. Exactement. Même si ce n'est pas réparti très équitablement, mais la population s'y retrouve. Le Qatar l'a fait avec son pétrole. Donc nous aussi, nous pouvons le faire s'il y a des hommes forts capables de prendre les choses en main. Et la MONUSCO, son rôle, on a prolongé ce mandat d'une année encore. Vous avez vu comment la population s'est levée, en tout cas ces derniers mois, pour exiger le départ de la MONUSCO. Mais le chef de l'État, vous l'avez suivi, il a dit non, la MONUSCO doit rester. Est-ce que le chef de l'État n'est pas aussi en déphasage avec les souhaits de son peuple, comme il aime bien le dire? Non, non, je pense pas. Je pense plutôt que, vous savez, madame, si le peuple décide que la MONUSCO doit partir, je pense que la MONUSCO
doit partir. Mais avant de partir, ils doivent nous rendre quand même des comptes, madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ils doivent nous dire quand même qu'est-ce qu'ils ont fait, quelles zones ont-ils pacifiées, est-ce qu'ils ont réussi quand même à sauver, parce qu'il faut se le dire quand même que la MONUSCO a fait aussi de bonnes choses. La logistique, il y a aussi de bonnes choses, oui, on reconnaît, mais si la population pense, le problème, madame, c'est que ce qui se passe sur place, automatiquement, on cherche des auteurs. Alors, la MONUSCO n'y est pour rien si notre armée n'est pas capable aussi. Parce que lorsque vous êtes fort vous-même, lorsqu'on vient vous appuyer, et ça rajoute les forces. Mais si vous êtes faible, même la personne qui vient vous appuyer ne sera pas les forces. Voilà. Au contraire, focalisons nos forces sur notre armée, qu'elle devienne encore plus forte parce qu'elle est déjà plus forte, parce que je sais que nos soldats sont amoureux de leur pays. Exactement. Nous allons parler de la SENCO, le point de presse qu'a tenu la SENCO et le compte rendu du dernier conseil des ministres. 3 mois après la rentrée scolaire, la SENCO a organisé sur le sujet de la gratuité de l'enseignement une réunion avec les coordonnateurs diocésains et provinciaux sous l'égide de la Coordination nationale des écoles conventionnées. L'abbé Cholet-Donatien a donné les avancées pour une bonne application de cette mesure. L'augmentation des salaires des enseignants des établissements publics. 3. L'augmentation des frais de fonctionnement des écoles primaires. 4. La suppression des frais de motivation à tous les niveaux, maternels, primaires et secondaires. La SENCO salue les efforts fournis par les gouvernements pour appliquer la gratuité de l'enseignement de base et félicite toutes les autorités qui sont impliquées à sa mise en œuvre. C'est pourquoi quelques recommandations ont été adressées aux dirigeants. Nous recommandons vivement aux dirigeants d'exécuter la promesse du chef de l'État de rémunérer les NP en janvier 2020, de rassurer les NU qui seront payés avec effet rétroactif pour les motiver. 3. Identifier les écoles mécanisées et non budgétisées, aussi celles non mécanisées et non budgétisées, et procéder au paiement de leurs frais de fonctionnement. Le secrétaire général de la SENCO a insisté sur le fait que la gratuité de l'enseignement primaire doit être irréversible. La SENCO dit être disposée à apporter sa contribution dans la recherche des solutions pour surmonter les principales difficultés. Le président de la République a ouvert la réunion du Conseil des ministres de ce vendredi 20 décembre 2019 par sa communication articulée autour de points suivants. La participation de la RDC au sommet de la CEAC à Libreville, au Gabon, la persistance de la situation humanitaire dans certaines provinces, la traque des forces négatives, notamment ADF-MTM, la flambée des prix sur les marchés des biens de consommation et la pénurie de farine de maïs dans le Haut-Katanga. L'application des engagements pris lors du discours sur l'état de la nation, la commémoration de l'an 1 de l'alternance démocratique et pacifique du 24 janvier 2020, de la flambée des prix sur le marché des biens de consommation et pénurie de la farine de maïs dans le Haut-Katanga. Devant la flambée des prix sur le marché de consommation, le chef de l'État a voulu avoir des explications de la part de Madame le ministre de l'Économie sur la disproportion observée entre le taux de dépréciation monétaire, qui est de l'ordre de 1,7%, et les réajustements de prix allant jusqu'à 25%. Cette situation doit être examinée minutieusement afin d'y apporter des solutions immédiates et pérennes, a conclu le chef de l'État. En vue d'affermir la culture démocratique au sein de l'opinion nationale, le gouvernement avait décidé de commémorer le 24 janvier 2020 l'avènement de l'alternance démocratique et pacifique advenue au sommet de l'État. Dans ce cadre, il n'a jamais été question, tenant compte de nos maigres ressources et de la situation de précarité
que vivent beaucoup de nos compatriotes, de consacrer à cette cérémonie un budget exorbitant de 6 millions de dollars américains. Cet événement historique, a dit le président, sera organisé avec la plus grande sobriété. La gratuité de l'enseignement, Christelle Vanga, déjà quelques mois que ça a été mis en application et beaucoup de gens se posent la question si ça n'a pas été simplement une décision politique. Parce que les effets, il y a toujours des couacs, des petits problèmes que l'on rencontre toujours par rapport à cette gratuité. Est-ce que le chef de l'État l'a fait simplement pour marquer son temps ou pour simplement respecter la Constitution, comme le disent certains? Oui, je pense que c'est le deux à la fois. La gratuité de l'enseignement, c'est... Si je dois chercher un mot, je dirais que c'est fantastique, c'est l'idéal. Nous voulons que nos enfants apprennent ne serait-ce qu'à lire et à écrire. C'est une aubaine pour nous si le président de la République a pris cette décision pour dire maintenant là, tous les enfants vont aller à l'école et ils vont étudier gratuitement. Mais le problème, qui se pose, ces enfants étudient comment? Comment? Parce que peut-être qu'on se leurre, l'école, ce n'est pas seulement ces bâtiments-là blancs, peints. L'école, c'est aussi les bibliothèques, c'est aussi les librairies, c'est aussi les activités parascolaires. L'école, c'est aussi des professeurs, des maîtres qui sont bien payés. Parce qu'il y a un sage qui a dit, lorsque vous voulez tuer un peuple, vous n'avez pas besoin de poser des bombes. Détruisez seulement l'éducation. Vous m'avez vu porter une affaire, c'était l'affaire du lycée Motema Mpiko, cette école qui nous a tous accueillis, où la sœur principale a été arrêtée plus de 4 fois par l'ANER. Il y avait une contradiction totale. Est-ce que la gratuité, c'était au niveau primaire ou au niveau secondaire et humanitaire? Parce que là, on a demandé à la sœur de restituer tout ce qu'elle a reçu, même pour les humanités. Et la sœur posait la question, comment faire? Parce qu'à cette école, il y a la location des livres, il y a la bibliothèque et il y a les activités. Elle dit, mais comment je vais faire? J'ai déjà reçu l'argent pour toute l'année. On lui a dit, soit tu rembourses l'argent des parents, soit vous allez en prison. Et elle a été arrêtée. Et c'est vrai qu'ils ont nié, mais au fond d'eux, j'avais dit à cette dame-là, elle est inspectrice, si vous priez, vous savez que vous avez fait arrêter cette sœur-là. Donc, il y a eu beaucoup de problèmes. Même jusqu'aujourd'hui, il y a certains professeurs qui ne reçoivent pas leur argent. Et surtout, dans l'arrière-pays, il y a encore des problèmes qui se posent. Vous savez, madame, dans votre circonscription, est-ce que vous êtes descendu dans votre circonscription pour voir un peu ce problème de gratuité dans certaines écoles? Le lycée, c'est ma circonscription. Motema Mpiko, c'est ma circonscription. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut réfléchir avant d'agir. Mais il y a d'autres personnes qui, eux, pensent qu'il faut d'abord agir et réfléchir après. Mais souvent, qui gagne, c'est nous qui réfléchissons en premier. Parce que si la gratuité échoue, ça sera un problème qui sera très difficile à rattraper parce que le niveau primaire, qu'on appelle le niveau fondamental des enfants, lorsqu'un enfant rate ce niveau-là, il est presque irrécupérable. Maintenant, comment faire? Est-ce que nous sacrifions cette génération, cette année, pour la remise? Parce que même les professeurs, ils n'ont pas été remis à niveau, on est allé comme ça, on se dit non, on va arranger après, mais peut-être que la méthodologie de travail diffère, mais si ça dépendait que de moi, j'aurais voulu que ces 2 années soient consacrées d'abord à répertorier les professeurs, les écoles, les professeurs, remise à niveau des professeurs, faire assez que les enfants étudient au plus ou moins dans des bonnes conditions. C'est en ce moment-là que nous pouvons... On a vu certains reportages où dans une salle de classe, il y a une centaine humainement parlant, un professeur qui a 60 ans ne peut pas enseigner une classe de 100 enfants. Il n'y aura pas de suivi. Il n'y aura pas de suivi, il n'y en aura pas, madame. Alors, toutes ces questions devraient normalement être débattues avant de lancer la gratuité. Mais si le président, ou bien son entourage, ou bien nous tous d'ailleurs, nous considérons la gratuité de l'enseignement comme un pari, alors nous risquons de perdre par la suite parce qu'on ne discute pas avec l'éducation, ça nous rattrape toujours. Vous avez suivi le porte-parole du gouvernement qui a donné quelques sujets lors de la tenue de
cette réunion du gouvernement, c'est qu'on va retenir un peu la dépréciation de notre monnaie aujourd'hui. Nous sommes vers les fêtes de fin d'année, bien que le ministre de l'économie a rassuré qu'il n'y aura pas rupture de stock, mais les gens lui rétorquent mais tout parce qu'il y a vraiment une flambée de prix incroyable. Et le chef de l'État a donné l'ordre qu'on connaissait un peu de voir ce qui se passe réellement de ce côté-là. Pour vous, comment vous expliquez cette flambée des prix, Christelle Vanga? J'explique cela parce que notre économie est prise en otage par les Indo-Pakistanais, par les Libanais, par les étrangers, par les Chinois. Au fait, c'est eux qui décident. S'ils veulent augmenter, ils augmentent. Ils ne rendent compte à personne parce que tous ces produits-là qu'on vend, les poulets, les cuisses, qu'on va d'ailleurs en raffoler ici pendant les fêtes, c'est eux qui les exportent. C'est eux qui les importent. Alors, comme ils veulent avoir plus de bénéfices, c'est ce qu'ils font chaque année. Chaque année, vers la fin de l'année, c'est toujours comme ça et ils récupèrent les bénéfices et ils vont dans leur pays pour en tirer les dividendes. Donc, c'est un réel problème. J'aurais bien voulu que pendant les fêtes, qu'on puisse manger les poulets de chez nous, par exemple. Qu'on puisse manger le riz de Bumba, par exemple. Qu'on puisse manger la pomme de terre de Bukavu, la tomate de Bukavu, par exemple. C'est possible. Donc, tant que notre économie sera périphérique, tant que ce sont les autres qui vont nous imposer leurs prix, tant que ce sont les autres qui vont nous apporter leurs denrées alimentaires, alors qu'ici à Wendy s'écrit, il y a des poissons qui pourrissent parce qu'il n'y a pas des routes et des dessertes agricoles, nous allons faire du surplace et chaque année, ça sera la publicité. Vous avez fait passer la loi. Nous sommes aujourd'hui dans la zone de libre-échange. Qu'est-ce qui va encore se passer? Nous qui ne produisons rien. Qu'est-ce qui va se passer? Madame, le comble avec nous, lorsqu'on parle maintenant, tout le monde dit non, vous êtes des opposants, vous vous opposez à tout. Mais comment ne pas s'opposer à la réalité? Comment ne pas s'opposer? J'ai même dit lors de mon intervention à l'Assemblée nationale que cette zone, c'est comme le troc ancestral. On se rencontre à tel endroit, à telle heure, je vous donne le maïs, vous me donnez les haricots. Mais qu'est-ce que nous donnons à l'Afrique? Et puis les pères fondateurs de cette zone du libre-échange, ils avaient dit, pour que ça soit effectif, il fallait qu'il y ait cette route qui va quitter le Caire en Égypte jusqu'à Cape Town en Afrique du Sud. C'est cette route qui aura des ramifications dans les États qui va permettre aux États africains d'échanger. Mais il n'y a pas de route. Nous aurons un problème par rapport à nos 9 pays voisins. Ils vont trouver un marché propice tout au long de nos frontières alors que nous, les denrées alimentaires pourrissent à l'intérieur du pays. Nous, déjà à Bukavu, lorsqu'on mange le poisson du Rwanda, alors que le lac est là, déjà au Bas-Congo, lorsqu'on boit un jus de loufu de l'Angola à très moins cher, déjà au nord Ubangi, lorsqu'on peut avoir un savon qui vient de Bangui calmement, alors, mais cette zone, c'est une aubaine pour nos voisins. C'est pas une réussite pour la RDC, ce n'est pas notre faveur. Et puis, on nous a jugé, on a dit que non, il y a d'autres États qui ne sont pas encore prêts, mais qui seront ramenés par la dynamique. On nous a traités comme un État qui ne va rien apporter, alors que c'est un marché de 100 millions d'habitants. Nous sommes un peu comme la Chine de l'Afrique. C'est un marché de 100 millions d'habitants, madame, avec les frontières qui sont poreuses, un peuple qui n'a même pas de carte d'identité. Vous imaginez? Il y aura des gens qui vont quitter le Soudan, qui vont se retrouver à Kinshasa, qui vont acheter une parcelle ici. Madame, est-ce que vous savez que tous les chantiers qu'il y a à Kassavubu, ce sont les Nigérians? Ce sont les Nigérians qui construisent aujourd'hui. Alors, avec cette ouverture, j'ai peur qu'un jour on se réveille. Est-ce que vous en parlez de cette histoire de... Accordez-moi 2 minutes. Est-ce que vous en parlez de cette histoire de carte d'identité? Moi, depuis le départ de Mobutu jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus une pièce d'identité correcte. La carte d'électeur n'est pas une pièce d'identité. Est-ce que vous en parlez à l'Assemblée nationale? C'est pas possible que mes enfants ne connaissent pas une pièce d'identité. Depuis qu'ils sont nés, mes enfants n'ont pas de carte d'identité. Madame, incroyable. Vous savez, en démocratie, le débat se passe dans l'agora. Ça veut dire on n'a pas besoin seulement d'en parler à l'Assemblée nationale. Même ici à la télévision, on peut en parler. Même au marché, on peut en parler. Mais il suffit de voir, est-ce que ils sont prêts à nous entendre? Est-ce que ceux qui ont la possibilité de décider sont prêts à comprendre que nous ne sommes pas un peuple? Parce que dans une nation, le peuple, ce n'est pas des noms, ce sont des numéros. Citoyen numéro 00, citoyen numéro 001, c'est comme ça. Lorsqu'un enfant naît, il a un numéro. Lorsqu'on meurt, on perd ces numéros-là. C'est ce qui fonde l'État. Et nous n'avons pas cet État-là. Et nous allons vite en besogne en ouvrant nos frontières et bonne chance pour nos voisins.
Nous allons prendre l'avant-dernier sujet, mesdames et messieurs. Nous allons parler de l'implication des chefs coutumiers. Vous le savez, à Kinshasa, il y a eu des érosions, il y a eu des inondations. Et peut-être que les ancêtres vont nous entendre cette fois-ci, auront pitié de nous. On les a conviés, en tout cas, pour parler un peu de tout ça. Et la réaction de Mangalibi par rapport à la réunion du COP25. Soutien ancestral au gouvernement pour mettre fin aux inondations à Kinshasa, Fiston Ilangi monte au créneau. Cet urbaniste souligne que les inondations ne sont pas diaboliques. Les inondations, c'est quelque chose qui est normal. On ne doit pas diaboliser cela, on ne doit pas faire appel aux chefs coutumiers. La ville n'est pas urbanisée au sens noble du terme. Lorsqu'il y a des inondations, lorsqu'il y a des érosions, c'est pour dire que la ville est pathologique. Et les solutions, sinon les remèdes, doivent être purement urbanistiques. Et aujourd'hui, on veut appeler les chefs coutumiers pour venir prier. On sait qu'on puisse finir avec cette histoire d'inondation et d'érosion. Non, soyons sérieux. Il rappelle cependant que les autorités traditionnelles sont à la base des inondations. Aujourd'hui, beaucoup de bavures qu'on a en matière d'urbanisme dans nos villes, les responsables sont des chefs coutumiers. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de lotissement au sens noble du terme. Le ministre des Affaires foncières, je n'ai jamais vu un arrêté portant lotissement dans la ville de Kinshasa qui est signé par le ministre des Affaires foncières. Qui font le lotissement dans la ville de Kinshasa aujourd'hui ne sont pas des chefs coutumiers. Et ce sont eux qui ont engendré beaucoup de problèmes urbains que nous rencontrons aujourd'hui. En outre, ce médecin de la ville dit ne pas savoir pourquoi le ministre de l'Urbanisme et Habitat ne fait pas appel aux urbanistes malgré la main lui tendue. Nous avons l'expertise. Quand vous êtes ministre de l'urbanisme, vous n'avez pas le profil d'urbaniste. Alors, ça sera intéressant, on lui avait demandé de se faire entourer dans son cabinet des urbanistes, chose qui n'est pas faite. À chaque fois qu'il y a un problème urbain, faites appel à la corporation pour qu'on puisse vous aider, qu'on puisse donner notre point de vue, mais il ne fait pas toujours ça. Vous êtes ministre de l'urbanisme et habitat. Vous n'êtes pas le ministre chargé des affaires coutumières. Mais pourquoi vous ne voulez pas travailler avec les urbanistes? L'argent, ce n'est pas pour vous, monsieur le ministre, c'est pour la République. Nous voulons travailler pour apporter des correctifs aux différents problèmes urbains congolais. Au lieu de continuer à jeter de l'argent chez les chefs coutumiers. L'application du plan d'aménagement de la ville de Kinshasa reste la seule solution aux inondations, a déclaré Fiston Ilangi. Les recommandations de la conférence des partis sur les climats n'ont rien engendré d'efficace pour réguler les climats. C'est l'avis de Jean Mangalibi qui appelle les États à se prendre en charge. Aujourd'hui, il est temps que chaque pays, par rapport aux problèmes climatiques, que la planète arrive à avoir de très bons projets, d'abord nationaux. De telle sorte que quand on va aller dans de pareilles conférences, on sait que jamais on aura, étant donné que ce sont les destructeurs de l'environnement qui mènent de l'argent. Surtout les grands donateurs, ce sont des multinationales qui sont à la base de tout ce que nous sommes en train de vivre par rapport au climat. En sachant que même les pays que nous appelons de grandes puissances, en réalité, ce n'est pas eux qui débloquent, ce sont les multinationales qui débloquent. Alors, quand on vous dit qu'il y a une conférence décisive, ça c'est juste des jeux de mots. Cet environnementaliste recommande aux experts de la RDC de réfléchir sur les méthodes efficaces de reboisement. Chaque fois qu'il y a une conférence, nous devons être présents. Entre-temps, nous travaillons au niveau national. Ne pas trop espérer sur l'argent qu'on nous promet. En sachant qu'aujourd'hui, nous sommes le deuxième réserve stratégique mondiale. Quand vous regardez par rapport aux enjeux, on n'a jamais touché même 1 milliard là. Pour dire qu'ils vont en contradiction avec ce qu'ils sont en train de promettre. Jeter des lamas dans les Maïndombe. Ils sont en train de planter des acacias. Or, Maïndombe, c'est déjà la forêt équatoriale. On a des essences à croissance rapide, plusieurs essences à croissance rapide, indigènes. Entre autres, on peut citer, on a les pentaclétras. Là, ça pousse comme des chiens dents. On a les méazopsites, ça pousse comme... On a des rhinodendrons. Pour dire que ce sont des essences quand vous plantez, ils ont beaucoup d'autres rôles à jouer par rapport même à leur croissance. Il y a chenille, il y a mellifères, et même par rapport au bois de chauffe. Le Congo vient d'être sous occupation. On ose croire qu'avec le président Félix, il va avoir une conscience et l'amour. Puis orienter les choses, sa politique de telle sorte que nous laissons un pays meilleur. La COP25 a été une importante occasion, selon plusieurs participants, pour la communauté internationale afin de faire preuve d'une ambition plus grande en matière d'atténuation, d'adaptation et de financement face à la crise climatique qui touche la planète. Christelle Vanga, franchement, est-ce que les ancêtres sont fâchés aujourd'hui? Peut-être qu'ils sont fâchés par rapport à notre comportement. Peut-être qu'ils sont fâchés parce qu'il y a vol de deniers publics. Peut-être qu'ils sont fâchés parce qu'il y a viol des femmes depuis X temps
et que la terre de nos ancêtres n'arrive pas à supporter cette honte, cette ignominie. Peut-être qu'ils sont fâchés parce qu'ils voudront voir nos enfants bien éduqués, bien élevés, qui savent lire et qui peuvent lire et écrire. Peut-être pour ça. J'ai vu l'autorité coutumière chez les ministres, mais je pense que la véritable, parce qu'ils les sentent aussi, autorité coutumière, s'ils ont quelque chose à faire, ils ne peuvent pas attendre que les ministres les appellent pour réagir. De là où ils sont, ils peuvent dire ce qu'ils peuvent, ils peuvent faire des cérémonies, etc. Peut-être qu'ils peuvent... Mais en réalité... Croyez-vous à toutes ces cérémonies, ça peut impacter sur les érosions, les inondations? Parce que je vois souvent aux États-Unis aussi, on fait appel de fois aux chefs indiens, les Incas et tous les Incas, les Mayas, etc. Quand ils sont vraiment au bout de rouleau. Oui, hein, mais vous savez, nous un peu, au fait, les Belges ont voulu vraiment tuer l'autorité ancestrale coutumière. Vous allez voir que le moitiave des anglophones, par exemple en Zambie, est mieux considéré que le moitiave du côté congolais. Et vous allez voir le même qu'au Ghana, au Nigeria, où on manifeste vraiment, on a un respect total envers l'autorité coutumière. Mais je pense que le problème ici, c'est un problème d'urbanisation, d'ailleurs, comme la ville. Cette ville Kinshasa doit être revue. Nous avons un espace de plus de 80% qui est inhabitable, c'est à Maluku. On doit réfléchir comme en Indonésie maintenant. On doit délocaliser la ville. Kinshasa, il faut qu'il y ait une nouvelle ville. On a vu ça à Luanda, on l'a fait. En Indonésie, on est en train de le faire. Et en Indonésie, c'est encore pire que nous, mais ils sont en train de construire une autre ville. Il faut réfléchir comment construire une autre ville. Madame, en ce qui concerne les inondations, je l'ai dit toujours, et c'est élémentaire. C'est pire. C'est pire au bord de Makelele, c'est pire à même Makala. Sur 24, là où on a les nouveaux magasins. Voilà, c'est pire. Et puis, il y a ces collecteurs. C'est là où je voudrais en venir parce que élémentaire, c'est fondamental. Ce qu'on nous a appris à l'école, je ne savais pas que ça pouvait être le secret de la gestion d'une ville ou bien la gestion des eaux de pluie. On dit toujours que les eaux de pluie doivent conjuguer 4 verbes. Ça doit s'infiltrer, ça doit s'évaporer, ça doit ruisseler et ça doit stagner. Alors, lorsque un verbe est mal conjugué, c'est comme ça qu'on a des inondations dans la ville. Et ici, le cas échéant, c'est le ruissellement des eaux. Les canalisations, comment les eaux partent. Lorsque vous allez dans les quartiers comme Funa, vous allez voir, il y a des avenues de belles maisons, mais il n'y a pas de caniveaux. Et l'ennemi de la chaussée, c'est l'eau. C'est comme ça qu'il y a des routes qui ne traînent pas, qui se délabrent rapidement parce que les canalisations des eaux, on ne les voit pas. Et on ne peut pas construire une ville comme ça, surtout Kinshasa, qui a une démographie forte. Alors, on ne peut pas s'asseoir et commencer. Et ce moment de passivité, parce qu'il y en a eu, surtout avec l'ancien gouverneur, il y a eu vraiment ce moment de passivité où nous avons observé, on ne disait rien, on observait le pluie, on observait des gens qui construisaient, on appelait ça d'ailleurs des constructions anarchiques, alors qu'ils ont acheté chez l'autorité de l'État, et puis venir casser après. Et tout ce que nous vivons maintenant, c'est la suite logique. Nous sommes en train de récolter. Et ici, il n'est pas seulement question des autorités coutumières, que je respecte beaucoup, mais je pense qu'aussi qu'il est question aussi des techniciens, des urbanistes, je sais pas, des architectes. Ils doivent se lever pour dire que voilà une solution peut-être à moyen terme, à court terme, pour rechercher des paliers. Comme 25, Christelle Vanga, aujourd'hui, nous sommes considérés comme vraiment la réserve mondiale d'oxygène avec notre forêt. Vous avez suivi Mangalibi qui a dit d'ailleurs, on n'a rien par rapport à ces montants prévus, on nous miroite à chaque fois et tout ça, et que nous devons nous-mêmes en tout cas nous protéger parce que le réchauffement climatique est là, c'est pas un mythe, hein, c'est réel. Pour vous en tout cas, la République démocratique du Congo doit vendre sa forêt pour récupérer quelque chose? Je pense que Lula l'a fait. Au Brésil, il n'a pas vendu, mais il a récupéré de l'argent parce que Lula a dit, vous me demandez de ne pas couper les arbres, mais donnez-moi de l'argent. On a donné à Lula de l'argent et ça l'a aidé aussi. C'est vrai que tout n'était pas bien. Et il est libre d'ailleurs. Il est libre, tout n'était pas bon, mais au moins ça l'a aidé à peut-être à développer les plantations de soja dans l'Amazonie, etc. Mais moi aussi, j'ai fait une intervention le mois passé au Niger,
où je demandais d'ailleurs, je disais, mais vous nous dites de ne pas couper nos arbres parce que ça donne la vie à la planète, mais il y a une femme qui donne la vie au Congo, qui elle est tuée, mais on ne voit pas l'argent. Alors je ne sais pas si peut-être c'est au niveau du suivi qui pose problème, de notre ministère de l'Environnement, peut-être il n'y a pas un lobby très fort. Si nous voulons avoir de l'argent, nous pouvons, madame. De toutes les façons, une commission à l'Assemblée nationale de l'environnement, quelque chose comme ça. Il y en a. De toutes les façons, nous sommes dans une logique où, déjà avec de l'eau, vous avez entendu le président du Tchad qui avait dit que si nous voulons, si le monde veut prendre de l'eau du Congo, on prendra. Mais à un moment donné, il faut voir qu'est-ce que nous pouvons en tirer comme avantage. Déjà, avec les inondations, nous avons de l'eau ici qui traîne, nous avons de l'eau. C'est un surplus, peut-être à travers ça, nous pouvons avoir de l'argent. Il faut bien négocier, il faut simplement bien négocier. Nous allons terminer, nous sommes en train de chuter, mesdames et messieurs. Nous allons parler un peu du retour de Fayulu. On a vu les images. C'était cette semaine, ou je crois le dimanche passé, si je ne me trompe pas. Et une autre descente aussi. C'est lui de Kabound, au Kasaï. Martin Fayulu, porté en triomphe par les siens. Militants et cadres de l'ECID et son parti, ainsi que ceux des autres partis de la coalition Lamuka, s'étaient mobilisés pour lui réserver un accueil qui cadre avec leurs attentes, à savoir la vérité des urnes. Plus qu'une exigence, celle-ci demeure une nécessité pour celui qui continue à revendiquer sa victoire à la dernière présidentielle. Au-delà de cette nécessité, Fayulu semble désormais mettre un peu d'eau dans son vin. Depuis quelques semaines, il vient de soumettre une proposition de sortie de crise, parce que selon lui, la crise de légitimité est réelle en RDC. Cette proposition, il aura à l'expliquer devant ses sympathisants. N'oublions pas de peindre un tableau sombre de la situation sécuritaire, économique et sociale dans laquelle vit la population. Candidat président de la coalition Lamuka aux dernières élections, Fayulu entend faire son discours sur l'état de la nation le 30 décembre prochain. Mais d'ores et déjà, celui qui est également président national du parti politique ECID estime que la RDC est un État en faillite. Les Congolais ont pleuré de partout, à Beni, à Minembwe, même ici à Kinshasa. J'ai entendu vos pleurs, voilà pourquoi je suis de retour, pour qu'ensemble nous puissions sortir le pays là où Kabila l'a placé. Fayulu dit projeter dans les prochains jours plusieurs manifestations et dans chacune de ces différentes actions, il fera de la libération de Mike Moukebaï sa priorité. Contrairement aux précédentes manifestations du genre, aucun débordement n'a été signalé. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale et président intérimaire de l'UDPS, Jean-Marc Kabound à Kabound, a été accueilli avec pompe à Kananga dans le Kasaï central. Il s'est agi d'une forte mobilisation digne du parti présidentiel. Jean-Marc Kabound a été accueilli par le vice-gouverneur de la province. Les députés nationaux se veulent à l'écoute de la population du Kasaï central, histoire de recueillir les différentes préoccupations du souverain primaire. S'en suivra une caravane motorisée dont la suite sera composée essentiellement de milliers de combattants de l'UDPS. Direction le centre-ville de Kananga où un meeting a été prévu. Ici, les députés nationaux et premier vice-président de la Chambre basse du Parlement va témoigner sa reconnaissance à cette population qui a voté massivement le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je suis venu ici dans le cadre de mon parti, l'UDPS. En tant que président en exercice, je devais, après cette victoire aux élections présidentielles, passer par tous les chefs de l'État étaient passés pendant la campagne, remercier la population. Jean-Marc Kabound à Kabound a invité les Kassaïens à soutenir la vision du chef de l'État. L'agenda du premier vice-président de la Chambre des députés prévoit aussi une série de rencontres avec les autorités provinciales, mais également des entretiens avec les représentants provinciaux de l'UDPS. Le président intérimaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social veut redynamiser le parti du Sphinx de Limete, ici, au Kasaï central.
Christelle Vwanga, comme on dit à Kin, les Cambona foule, hein, parce que les Cambois plein, les Cambois foule, chacun fait son plein, chacun se dit légitime dans son coin, tout ça. Nous avons vu le retour de Martin Fayulu, l'arrivée de Marc Kabound. La question que l'on se pose aujourd'hui par rapport à la proposition de sortie de crise de Martin Fayulu, est-ce que pour vous c'est une bonne chose? Est-ce que Fayulu, comme l'a dit Élisée Odia, est-il en train de mettre de l'eau dans son vin aujourd'hui face à la réalité? Avant ça, madame, je voudrais d'abord aborder une question qui me tient vraiment à cœur. C'est par rapport aux foules. Vous allez remarquer que la grande partie, ce sont des jeunes. Alors, mon grand rêve, c'est que ces gens-là, ces personnes que nous allons tous aduler, nous allons tous recevoir, accueillir à pied. Alors, je me pose la question, est-ce qu'un jour, on pourra mettre ces foules-là dans les industries? De prendre toutes ces jeunes, c'est là une enquête, les industries sont passées de 8000 en 1960 à plus ou moins une centaine déjà. Donc on n'a même plus d'industrie, ils n'ont pas créé des industries pour caser tout ce monde. Alors ça fait mal au cœur, parce que j'aurais bien voulu, c'est une dynamique, c'est une force, c'est la jeunesse, et c'est le moment qu'on travaille, que nous travaillons. Et ce n'est que les politiques qui peuvent nous donner ces opportunités-là. Et ça serait vraiment malheureux qu'à chaque fois que nous allons accueillir, que nous rentrons et nous restons dans la même situation. Et ils rentrent deux fois à pied. À pied, nous restons dans la même situation. Donc c'est bien de festoyer, c'est bien d'aduler son idole politique, mais aussi il faut qu'on sache que l'âge avance. Nous sommes des jeunes, mais demain on n'aura plus la force là de faire. Je donne toujours l'exemple avec Gizenga. Aux élections de 2006 de Gizenga, c'était les mêmes personnes qui pouvaient faire une rangée de 1000 personnes. Ils battaient campagne, surtout Kinshasa, parce qu'ils avaient encore la force. Mais 10 ans après, ces mêmes personnes-là ne pouvaient plus faire ça, parce que la force physique, il n'y en avait plus. Donc, à un moment donné, il faudrait qu'on se rattrape quand même par rapport à ça. De sortie de crise. La proposition de crise, je pense que Fayulu, c'est un monsieur qui est constant et il sait ce qu'il veut. En politique, moi, je ne peux pas dire à Fayulu de faire ceci, de faire cela, parce que lui-même, au fond de lui, il sait ce qu'il veut. Je le disais d'ailleurs qu'on devrait garder cette aile-là radicale de Fayulu pour garder l'équilibre. La façon dont les choses se passent actuellement au Congo, si nous tous nous faiblissons, il n'y aura personne qui sera là pour garder les valeurs. Et c'est un peu le tshisekédiste, si je peux le dire, c'est un peu la façon de voir les choses. Le président l'a d'ailleurs dit lors de son dernier interview. Donc Fayulu est très important. S'il veut donner une autre donne à sa politique, à sa dimension, et je pense qu'il va aller plus davantage. Voilà, nous sommes vraiment à la fin, et Kabound aussi. C'est vraiment une question que je pose à la députée, parce qu'il est en même temps président de l'UDPS. On sait ce qui s'est réellement passé à l'Assemblée nationale, parce que les gens m'ont dit de vous poser cette question. Est-ce que Kabound s'est déjà excusé, en fait, avec tout ce qui s'est passé? Est-ce que c'est déjà excusé face aux autres? Bon, en réalité, madame, les opposants ou à madame, permettez-moi de faire un peu la quinoise. Donc quand ils vont arranger, ils ont d'autres à la Sony. Donc je ne sais pas. Et par rapport à Katumbi, c'est vrai qu'aujourd'hui on a dit que la Mouka est vraiment dispersée aujourd'hui. Chacun tire la couverture de son côté. On a vu Martin Fayulu, on a vu Katumbi au Katanga, au Grand Katanga, qui est en train de faire aussi Jean-Pierre Bemba est là-bas et tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui la Mouka existe-t-elle aujourd'hui? Je pense que la Mouka a été conçue d'abord pour des raisons électorales. Et quand il n'y a plus des élections, il faut réévaluer maintenant les concepts. Et vous l'avez si bien dit, Katumbi est en train de s'organiser. Pour 2023 déjà, les gens le disent. Pour 2023, ce qui est tout à fait normal pour les opposants qui ne sont pas au pouvoir de s'organiser. Mais ce n'est pas normal pour la coalition FCCH qui sont au pouvoir de garder l'argent du contribuable congolais pour 2023, par exemple. Non, vous devez gérer. Qu'est-ce qui se passe? Vous devez gérer parce que, non, parce que parfois, oui, nous constatons cela parce qu'on se demande où va l'argent. Il y a des enquêtes, il y a des sommes qu'on cite, il y a des personnes qui se distribuent de l'argent. Alors, on pense que c'est irrespectueux. Vous qui dirigez le pays, vous commencez déjà à parler 2023. Tel va revenir. Non, 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 non. Vous ne parlez pas de 2023. Vous parlez de maintenant parce que c'est vous qui dirigez. Dites-nous comment est-ce que vous allez faire avec l'argent des Congolais eux-mêmes. Vous allez faire pour que les Congolais quittent de ce point A
pour aller vers le point B. Vous n'avez pas le droit d'avoir les discussions sur 2023, non. Ça, c'est réservé à l'opposition. Vous gérez d'abord. 2023, après. Après. Donc, 2023, tout le monde est déjà en train de penser à cela hein, pour 2023. On dirait que durant ces 5 ans, on est en train de tâtonner. Hein. Chacun veut vraiment tirer la couverture de son côté. Merci donc à Christelle Vouanga d'être passée à la barre. Merci beaucoup. La porte de Congo vous est ouverte. Merci et nous profitons. Donc, est-ce que vous avez des vœux Oui, en tout cas, mes vœux les plus sincères à la population congolaise, mais surtout particulièrement aux Kinois et à la population de Funa. Madame, vous savez que Funa, c'est 7 communes, hein, dont nous avons Bandal, Kasavubu, Kalamu, Ngiringiri, Selemba, Bumbu et Makala. Donc, mes vœux les meilleurs. Vraiment, joyeux Noël aussi à toute la population de Kinshasa et de la RDC et même de la diaspora. Merci à vous, joyeux Noël aussi. Et pour moi spécialement à mes 3J, à Jade, Joël et Joyce Lofoli. Joyeux Noël à vous mes enfants, mon socle et ma force de vivre. On se retrouvera mesdames et messieurs le dimanche prochain. Inch'Allah.